bienvenue à tous. On est super content de vous retrouver avec Perle qui est toujours là pour ces masterclass. Pour cette dernière masterclass qui est dédiée au Covid et au confinement et aujourd'hui au déconfinement. Yes, on y arrive, même si il y aura sûrement d'autres nombreux échanges et masterclass sur comment est-ce qu'on gère la suite. Aujourd'hui, le thème de la masterclass qu'on voulait vous proposer, c'est comment préparer un déconfinement serein. Et dans les ateliers, il y a beaucoup de questions sur comment on prend le travail, comment est-ce qu'on manage nos équipes, dans quel état on va retrouver nos équipes. Il y a beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir parmi nous Manuela Braud. Salut Manuela. Il faut que tu enlèves ton micro, Manuela. Ah, salut. Bon. Bonjour. Manuela, elle est psychologue et elle est docteure en sciences humaines. Et pendant cette masterclass, on va explorer avec elle ce qu'elle elle est encore en relation avec beaucoup de monde. D'une part avec sa patientèle, elle est chercheuse, elle s'intéresse sur tous ces sujets, aussi de la résilience, de comment est-ce qu'on prépare l'après suite à des traumatismes. Donc l'idée, c'est aussi qu'elle partage avec nous des choses sur lesquelles elle a travaillé dans le cadre de ses recherches. Et nous, notre objectif, comme d'habitude, c'est que vous puissiez repartir avec un maximum de clés pour accompagner vos équipes dès le 11 mai pour ceux qui auront la chance de pouvoir reprendre le boulot et puis peut-être un peu plus tard pour les autres. Je vous rappelle, cette masterclass, elle est interactive, donc il y a un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Manuela vous posera peut-être aussi des petites questions pour un peu prendre la température et savoir comment vous vous sentez. N'hésitez vraiment pas. On est ensemble jusqu'à 14h. Il y aura 3 grands temps qu'on explorera avec Manuela. Mais peut-être avant de rentrer dans la masterclass, je vais te laisser te présenter, Manuela. Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Manuela Braud. Donc, comme tu viens de le dire, Grégoire, je suis psychologue, je travaille en libéral et je suis chercheur à l'Université de Nantes et je travaille plus particulièrement pour le laboratoire d'Ukraine. Donc, il travaille la thématique des sciences de l'éducation et de la formation. Et on travaille beaucoup dans mon axe de recherche autour de la qualité de vie et de la qualité de vie au travail. Et j'enseigne notamment en psycho, en ressources humaines. Voilà, donc déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente de venir discuter, dialoguer avec tout le monde aujourd'hui. N'hésitez pas. Alors, par contre, je suis désolée, je ne vois pas les questions, mais je suis sûre que Grégoire, tu me feras un retour de questions. N'hésitez pas à interagir en même temps. Je trouve ça intéressant qu'on soit dans ce qu'on appelle une dialogique et des processus de co-construction. N'hésitez pas à réagir, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous ayez des questions. Je trouve ça très intéressant. Donc merci de me permettre de participer à cet échange avec vous. Et puis juste peut-être toute petite précision, quand même redire que j'interviens pas en tant que spécialiste du Covid, ni même du déconfinement ou du confinement, parce que clairement on est dans une situation inédite. Donc globalement on est quand même tous dans quelque chose autour du on ne sait pas et on essaye de se préparer ensemble le mieux possible. Donc je me dis autant faire vivre la co-construction au maximum possible et d'autant plus dans cette masterclass, donc n'hésitez pas à interagir. Top, merci beaucoup Manuela pour cette présentation. Peut-être avant de commencer, en préparant cette masterclass, moi je regardais pas mal les études qui sont en train de sortir pour aussi rassurer certains d'entre vous. On a pas mal d'échanges dans les ateliers avec beaucoup de stress de managers qui nous disent est-ce que je suis le seul à avoir des gens dans mon équipe qui vont pas très bien? Alors il y a 44% des salariés français qui se sentent en situation de détresse actuellement, dont 5% avec des risques de dépression et 20% des managers qui sont en détresse psychologique. Donc ça, c'est sorti hier. Donc vous voyez, donc vous n'êtes pas seul. Et donc moi, Manuela, première question qu'on se pose un peu tous, c'est dans quel état est-ce qu'on va retrouver notre équipe en les retrouvant physiquement le 11 mai. Bon, alors là, malheureusement, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va les retrouver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est important, je pense, dès maintenant, d'aller prendre la température, de renouer un contact véritable et étroit avec ces équipes. Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier qu'à la base, on est parti pour un sprint. On nous a dit 15 jours de confinement. On s'est pris un peu pour des Usain Bolt, c'est bon, on tient. Et puis finalement, au bout des 15 jours, on nous a dit c'est encore 15 jours, c'est encore un mois.
Enfin, vous voyez, si vous prenez Usain Bolt, si vous lui demandez de courir un 100 mètres et qu'au bout du 100 mètres, vous lui dites en fait, il va falloir continuer sur 10 km, ça va pas être simple même pour Usain Bolt. Et malheureusement, on n'est pas tous Usain Bolt. Donc, je pense qu'il faut être clair que ça va peut-être pas être super facile. Et le lien que je ferai aussi par rapport aux recherches qu'on a en psychologie, nous, on rapproche ça, le confinement, la crise sanitaire, des événements qui peuvent potentiellement traumatiser à l'échelle collective. C'est-à-dire que le parallèle qu'on a fait, c'est notamment avec les événements, les attentats à Charlie, les attentats des avions du 11 septembre, les avions qui se sont crashés dans ces tours. En gros, on se souviendra probablement tous de ce qu'on faisait à un moment précis, au moment où on a su qu'on allait être confiné, dans ces moments où la première fois on a dû faire une attestation pour sortir avec cette privation de liberté individuelle. Donc ça, faut pas oublier qu'on est dans une situation inédite, historique, et en même temps garder quand même à l'esprit qu'on ne vit pas tous les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'un événement peut marquer, un même événement peut marquer deux personnes de manière complètement différentes. Il y a des personnes qui vont certainement être traumatisées, il y a des personnes qui vont finalement vivre les choses pas plus mal que ça. J'ai aussi des retours de patients qui vivent le confinement pas si mal que ça leur a permis de décélérer, de prendre du temps pour eux, de se retrouver en famille. Donc vraiment, je pense, comme on ne sait pas exactement dans quel état d'esprit se trouve tout le monde, aller prendre la température et un petit peu se familiariser avec les différences singulières interindividuelles de vos équipes. Il y a des personnes qui sont sans doute en souffrance et d'autres qui vont peut-être plutôt pas mal. Et ça peut être aussi intéressant de faire avec ces deux aspects-là. Et justement, toi, c'est quoi les retours que tu as, sûrement de ta patientèle, mais aussi plus largement des grandes questions que se posent les gens là dans ce retour au boulot? Alors, les retours de ma patientèle, moi, je me suis fait la remarque que j'ai relu un peu ces observations de terrain à l'aide de la pyramide de Maslow. Et je me suis rendu compte que notamment les besoins 2, 3 et 4 se trouvent particulièrement impactés actuellement. Alors, si on prend le besoin numéro 4 de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'estime de soi, le sentiment d'être utile. Et là, on fait directement le lien avec la reconnaissance de son travail. On a parlé beaucoup des bullshit jobs ces derniers temps. À quoi je sers? Par différence, finalement, avec les métiers qui ont été sur le devant de la scène, en première ligne, comme on a dit, les métiers utiles, essentiels à la vie de la nation, et ce qui n'a pas été finalement la majorité des métiers. Donc, clairement, ce sentiment d'utilité, il a été vraiment mis à mal. Ensuite, le besoin numéro 3, c'est le besoin d'appartenance, de faire partie d'un groupe. Il a été aussi particulièrement mis à mal parce que le groupe travail est un groupe essentiel qui fait partie de l'équilibre de la santé mentale, de l'équilibre des personnes. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que le confinement a préservé le lien au moins virtuel via les réseaux sociaux pour la vie perso, mais pas nécessairement pour la vie professionnelle. J'ai pas mal de patients qui me disent, en fait, moi, le boulot, j'ai pas de nouvelles. Ceux qui sont arrêtés n'ont pas vraiment de nouvelles. Et ceux qui sont en télétravail, les retours que j'ai, ils se sentent aussi un peu à l'écart. Donc, peut-être renouer aussi par les réseaux sociaux et peut-être dès maintenant faire revivre un petit peu le groupe équipe, renouer le lien dans l'équipe, entre les personnes de l'équipe via les réseaux sociaux. Et c'est vraiment la qualité du lien aussi qui fait le sentiment d'appartenance. Donc, pas un lien superficiel du type « salut, ça va ». On sait très bien que « salut, ça va », on n'attend pas de réponse, mais plutôt un véritablement temps d'échange et si c'est possible, peut-être privilégier une discussion par téléphone pour un échange un peu plus en profondeur. Et pour terminer, pour revenir à la pyramide de Maslow, le besoin numéro 2 est particulièrement impacté, le besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, là, il se traduit vraiment par un besoin de sécurité sanitaire. Est-ce que les gestes barrières pourront être respectés? Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Donc, recueillir un peu toutes ces appréhensions pour pouvoir faire ensuite avec tous ces questionnements. Alors, on va y revenir évidemment dans le concret sur tous ces sujets. Nous aussi, avant qu'on rentre sur les différentes actions, ce qu'on ressent beaucoup dans nos ateliers, c'est qu'il y a, je ne sais pas si tu partages, cette envie des équipes de faire autrement. On dit beaucoup que tout le monde appelle à un nouveau monde, qu'il y a un peu cette notion de fin de quelque chose qui a été un peu dramatique, mais qu'il y a cette envie des équipes d'aller sur ce nouveau monde que tout le monde appelle de ses voeux. Je ne sais pas si toi tu ressens ça aussi ou si tu l'expliques d'un point de vue plus psychologique, je ne sais pas quel est le bon terme. Ouais, complètement. C'est ce que vraiment, c'est les retours, c'est la petite musique que j'entends. C'est finalement comment reconstruire un demain autrement, un demain un peu plus en phase avec les valeurs personnelles. C'est-à-dire que
vraiment, pour moi, le confinement, ça n'a pas été une période de repos ni réellement de pause. Ça a plutôt été pour moi une période de décélération, une période de recentrage sur soi. Et finalement, les personnes ont pris le temps de se dire quelles sont mes valeurs et finalement aujourd'hui et demain, quelles sont mes valeurs aujourd'hui, avec quelles valeurs je reconstruis demain. On a entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient reconstruire demain un peu plus en phase avec les valeurs écologiques. Donc, il faut essayer, je pense, ça peut être intéressant de se reconnecter à ces valeurs et qui ne sont pas nécessairement synonymes avec les valeurs de l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant de se reconnecter à ces valeurs pour reprendre également du pouvoir d'agir. Et ça, c'est une très bonne méthode de lutte contre l'anxiété quand on est actif, quand on est dans la pensée et dans l'action, on lutte également contre l'anxiété. Donc ça me semble aussi très important. Je peux peut-être donner un petit outil que je fais faire avec mes patients que je trouve intéressant, que je pense que vous pouvez faire aussi, et à titre individuel et que vous pouvez proposer peut-être aussi. Vous voyez, vous prenez une feuille 21-29-7. Sur la première partie, vous la divisez en 3 parties. Sur la première partie, vous indiquez tout ce qui ne vous convient plus dans votre travail, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui vous stresse, tout ce que vous ne voulez plus. Dans la deuxième partie, vous indiquez comment votre vie au travail sera quand tout ce qu'il y a sur la première partie n'existera plus. Donc, imagine que ce sera formidable, constructif, etc., etc. On peut parler de valeurs. Et enfin, sur une troisième partie, comment est-ce qu'on peut passer de 1 à 2 ? C'est-à-dire comment chacun peut se poser la question à titre individuel, quelle est la recette de cuisine qu'il peut établir vraiment adaptée pour passer de 1 à 2, pour finalement lutter contre ce qu'il n'appréciait plus au travail, contre peut-être ce qui n'avait plus de sens pour lui. Et je pense que ça, c'est très intéressant à partager ensemble. Et ça, pour moi, en plus, ça permet, si vous proposez ça à vos équipes, ça vous permet de vous reconnecter à eux, d'aller écouter leurs difficultés, de reconnaître leurs besoins et puis les idées de chacun qui sont très importantes pour moi pour le déconfinement. Peut-être faire aussi un lien avec ce que Bertrand Schwartz appelait la pédagogie des pannes. C'est très intéressant si vous avez 2-3 minutes pour aller lire ça. Bertrand Schwartz, on lui a demandé d'aller dans une entreprise pour, en gros, faire tourner un peu mieux l'entreprise. Et puis surtout, on s'est rendu compte dans cette chaîne, dans cette usine, les pannes coûtaient très, très cher. Et au départ, on lui a dit, bon, écoutez, on a une équipe d'ingénieurs pour résoudre les pannes. On vous met à disposition l'équipe d'ingénieurs. Vous voyez que les ingénieurs, comment résoudre les pannes. Et en fait, Bertrand Schwartz, il s'est rendu compte que l'expert de la panne n'est absolument pas l'ingénieur qui ne connaît pas le terrain. C'est l'ouvrier qui est sur sa chaîne de montage. C'est lui qui sait ce qui se passe. Donc, en fait, l'idée de Bertrand Schwartz a été finalement de faire travailler ensemble l'ouvrier qui est expert de sa situation de travail, qui sait comment fonctionne sa machine, il sait exactement quand est-ce qu'elle s'arrête, quand la panne survient, et peut-être même pourquoi, et avec l'ingénieur de travailler en co-construction pour régler tout ça. Alors, je réponds, je vois la pédagogie des pannes, et c'est Bertrand Schwartz qui a développé ça, et je trouve ça formidable. Et en plus, je veux dire, les ouvriers qui sont en première ligne sont reconnus aussi pour leur degré d'expertise de leur terrain, de leur chaîne et de leur terrain, vraiment en première ligne et de leur terrain. Et donc, toi, ce que tu dis là, Manuela, donc là, on commence déjà à rentrer dans le concret, donc ça, c'est super. Ouais. C'est déjà qu'on fasse un bilan individuel sur soi-même, sur comment est-ce qu'on a vécu ce confinement d'un point de vue perso et pro, et après de faire le bilan et aussi de comment est-ce qu'on a travaillé avec son équipe, si je comprends bien. Oui, je pense qu'individuellement, c'est important de ne pas non plus se négliger. C'est pas parce que vous êtes responsable d'une équipe que vous n'existez pas. Et je pense que c'est très important de prendre soin de vous d'abord pour revenir en forme, pour être disponible pour votre équipe. Moi-même, en tant que psychologue, je vous avoue que je passe mes journées à écouter les gens, à être disponible pour les gens. Si moi-même, je ne prenais pas soin de moi à la base, je ne serais pas disponible pour les personnes que j'accompagne. Donc, je vous invite d'abord, première chose, c'est faire votre bilan. Qu'est-ce que vous avez appris aussi pendant votre confinement ? Comment vous l'avez vécu ? Si vous avez été stressé, peut-être voir si vous avez besoin d'être accompagné individuellement par un psychologue, par un coach, par n'importe qui. Peut-être voir si vous avez besoin aussi au niveau de la santé, acquérir des techniques de gestion du stress, méditation pleine conscience, reprendre le sport, plein de choses comme ça. Par rapport à votre équipe, comme on a dit, reprendre le contact. Peut-être avec un questionnaire, avec des questions très ouvertes. Vous voyez, peut-être en lien avec l'exercice 1, 2, 3, là que je vous ai donné tout ça. Regrouper ses besoins et potentiellement ses idées. Et puis peut-être avec votre entreprise, avec votre hiérarchie, recueillir l'information et puis être le lien
entre votre hiérarchie et vos équipes et faire circuler et les informations et les idées. Et je pense vraiment que les idées de part et d'autre ont vraiment intérêt à être confrontées, à être complétées et surtout à se rencontrer. Je pense que c'est dommage quand ça ne fait que descendre. Et je pense qu'on oublie trop souvent que les personnes sur le terrain, les équipes sur le terrain sont elles-mêmes expertes et bien souvent sont les plus à même de connaître les solutions pour reprendre dans un meilleur contexte. Ok, ça super chouette. Effectivement, quand tu arrives sur un autre niveau qui est celui des N+1 pour nos managers, oui. Là aussi, c'est ce dont ils sont fiers, qu'ils ont accompli avec leurs équipes, parce qu'il a fallu faire preuve d'agilité. Et d'ailleurs, après, j'aimerais bien qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on fait de tous ces enseignements. Et après, que ce soit d'ailleurs avec les N+1 ou avec les gens de notre équipe, nous, ce qu'on ressent beaucoup dans les ateliers, c'est que à la fois dans le positif comme dans le négatif, il y a eu des personnalités qui sont révélées, que ce soit des plutôt des soft skills, qui ont été exacerbés, où il y avait des gens qu'on pensait très timides et en fait qui ont été hyper généreux avec les autres, et d'autres qu'on pensait un peu plus solidaires et qui en fait l'étaient pas tant. Est-ce que toi, pareil, tu as une analyse sur ça, et surtout c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enseignements, de ce bilan où on dit tiens, ça fonctionnait bien, ça fonctionnait moins bien, telle personne, sa force, vraiment, je me rends compte que c'est ça, ou finalement je m'étais un peu planté, que ce soit avec notre N+1 ou avec notre équipe, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Clairement, la situation de crise révèle les gens différemment. Et il y a des personnes effectivement qui émergent dans ces temps-là, qui font des choses incroyables. Et je pense que c'est très intéressant de valoriser tout ça, de faire remonter ça aussi au niveau hiérarchique. Et puis, je pense de reconnaître avant tout ce qu'il y a de positif. Et vraiment le souligner et j'allais dire le brandir, mais vraiment l'indiquer, reconnaître, comme tu disais, par rapport à son équipe, faire passer des messages, faire une petite synthèse de quoi on est fier, qu'est-ce qu'on a fait correctement, essayer de comprendre pourquoi. Ça me semble vraiment très, très, très important pour la suite. Et surtout dire à un moment de quoi on est fier. Et c'est aussi l'esprit d'équipe qu'on travaille là-dedans, le lien à l'autre. Et c'est aussi ça qui sera la base de la reconstruction demain et sur quoi on pourra reconstruire ou reconstruire différemment d'ailleurs. C'est aussi sur le lien à l'autre qui sera vraiment une base très importante. Et justement, alors, sur ce bilan-là, pourquoi on le fait tous plus ou moins, je pense en ce moment, ce bilan de comment on a vécu le déconfinement, mais pourquoi c'est si important de le faire quand on reconnecte ça avec ce principe de résilience? Toi qui es spécialiste de ces mécanismes-là, ouais. Pourquoi c'est si important de le faire et qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire? Ouais. Alors, j'ai mon petit schéma. Alors, je vous montre un petit peu. Ça, c'est la résilience. Voilà. Alors, la résilience, il y a un petit peu, ce ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que là, vous avez votre arbre qui a été attaqué par la soute. Vous voyez bien qu'il est cassé. On ne va pas lui mettre un tuteur pour reprendre comme si de rien n'était comme avant en lui disant « Hop, tiens debout ». On te met un bout de ficelle et c'est reparti. Non, ça ne va pas marcher comme ça. On voit bien que finalement, la vie, elle repart différemment. Et finalement, ça peut être une métaphore de la vie au travail. Elle va repartir autrement, mais elle va repartir. Donc, et pourquoi est-ce qu'elle va repartir? Parce qu'on va continuer à abreuver cet arbre. Il va y avoir la nature qui va l'aider à repartir. Il va y avoir de l'eau, il va y avoir plein de choses. On va nourrir l'arbre. Il va repartir autrement. Et je pense que la métaphore, on peut la faire avec le travail. C'est-à-dire qu'on va repartir différemment, mais pour repartir différemment, il faut faire l'état de lieu de quelles sont les ressources qu'a cet arbre pour repartir différemment. Et pour faire l'état des lieux des ressources, on est obligé effectivement de faire un bilan des ressources de chacun et peut-être des ressources qui ont été révélées dans cette crise et peut-être aussi un bilan, si chacun dans les équipes fait son bilan personnel, peut-être quelle qualité, comme tu disais, qui se sont révélées à lui pendant le bilan et qu'il a envie de continuer à mettre à profit et continuer à développer. Et c'est pas nécessairement exclusivement des compétences professionnelles directes, ça peut être aussi des compétences transversales, ça peut être aussi des compétences sociales avec l'équipe. On disait tout à l'heure, les réseaux sociaux, refaire des liens avec les équipes, ça peut être refaire tout de suite un groupe WhatsApp avec une équipe, ça peut être finalement, on sait que, admettons, je sais pas, Patrick, on sait qu'en fait c'est un super cuistot parce qu'il y en a 2-3 qui l'ont sur Facebook et il a eu des super cuisines. Et ben peut-être que Patrick il peut nous mettre tous les jours une super recette.
et finalement peut-être que ça peut refaire du lien avec les autres et puis encore une fois, prendre le lien, prendre soin de soi, prendre soin de ses collègues et on sait très bien qu'au travail, on ne partage pas que le travail. On sait très bien dans les études que la première chose qui fait venir les gens au travail, la première source de motivation… Ah bah tiens, je vais vous poser la question. À votre avis, sans doute que vous le savez déjà, à votre avis, quelle est la première source de motivation pour les personnes à aller au travail les matins? Qu'est-ce qui fait se lever les gens pour aller au boulot? Alors j'espère on va voir si vous connaissez… Moi, je vais vous parler des recherches, mais à votre avis, c'est quoi? Alors, ambiance, les collègues, la mission de l'entreprise… Les collègues. Ouais. Ah ben ouais, mais en fait, vous êtes trop fort, vous le savez déjà. Effectivement, c'est ni le travail, ni le salaire, c'est les collègues. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, évidemment, si c'est les collègues et l'ambiance qu'on a envie de retrouver, c'est là-dessus la base sur laquelle il va falloir qu'on va utiliser pour reconstruire demain. Et si on reprend le lien par rapport à la résilience, donc je rappelle la définition de la résilience, c'est le rebond après le traumatisme. C'est le néo-développement, c'est un processus à développer après un trauma pour rebondir et pour s'autoriser un avenir meilleur. Donc clairement, les deux facteurs de protection de la résilience qui vont aider la résilience, c'est le lien et la créativité. Donc le lien, voilà, c'est exactement ça, c'est les collègues. Donc privilégier le retour du lien même pendant le confinement, sur la fin du confinement et aussi au retour dans l'entreprise le 11 mai et après. Et puis la création, la transformation de ce qui s'est passé. Et ça me semble très important. Et peut-être que chacun, par exemple, sur les groupes, les réseaux sociaux, peut échanger avec les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait chacun de leur confinement? Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Moi, j'ai des patients qui se sont remis à la peinture. J'ai une patiente qui s'est mis en tête d'établir une centaine de recettes à base de chocolat. Moi, je trouve ça génial. Il y a des personnes qui ont fait ça, elles ont peut-être envie de le partager avec d'autres. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être partagées et peut-être aussi qui peut faire des points communs entre les personnes. Peut-être que Stéphanie, elle va se rendre compte que Géraldine, elle s'est remise à la couture et qu'elles ont envie d'échanger sur certains trucs. Vous voyez, ça, c'est aussi créer du lien et donner aussi de la motivation pour se retrouver au travail et retrouver un esprit d'équipe pour reconstruire demain. Top. Super. Et super chouette la définition de la résilience. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu employé à toutes les sauces, mais merci pour cette définition. C'est un peu galvaudé. Ouais. Merci pour la définition claire. Peut-être avec Manuela, on a partagé sur un peu des actions concrètes à vous conseiller et à mettre en place. Moi, j'ai une question à vous poser dans le chat. Peut-être c'est est-ce que pour la reprise du 11 mai, sur ce déconfinement, est-ce que vous vous sentez plutôt très prêt à l'affronter, moyen prêt ou pas prêt du tout, d'un point de vue plan d'action? Ouais. Ça met plus de temps à répondre. Ben, je pense qu'effectivement, de toute façon, je pense que la réponse, elle n'est pas simple. Hein. Est-ce que vous vous sentez plutôt prêt, pas prêt, moyen prêt? Moyen prêt. Ok, merci Alex. Pas trop prêt. Ok. Ouais. Donc des situations hétérogènes. Hein. Beaucoup d'incertitudes, prêt, ok, ouais. Très chouette. Ok, bon bah c'est bien. Donc pour ceux qui se sentent prêts, n'hésitez pas si vous avez des compléments à nous donner. Vous avez déjà des actions mises en place. Donc là, Manuela, moi, c'est intéressant ce que je vois. Ouais, Pardon, ce que je vois, on va devoir s'accrocher. Mais moi, je pense qu'on va devoir s'accrocher. On refait le lien avec les personnes. C'est s'accrocher aussi les uns aux autres pour recréer un tissu social et pour supporter aussi la crise parce qu'on ne va pas reprendre comme avant. Il va falloir faire autrement. J'entends bien les situations hétérogènes. J'ai vu qu'il y avait des incertitudes qui ont émergé des retours. C'est très intéressant. Moi, je pense que dans ces moments-là, pour ne pas rester trop passif, parce que souvent la passivité qui génère l'anxiété, ça peut être intéressant d'aller chercher de l'information au niveau de la hiérarchie, chercher beaucoup d'informations et surtout faire redescendre ce qu'on met en place et être capable de dire aussi à vos équipes, je suis allée chercher de l'information, je n'en ai pas. Mais pour l'instant, je suis allée chercher de l'information. Ça peut rassurer vos équipes parce que vous prenez soin d'eux et ils vont dire bon, quelqu'un s'occupe de nous. Mais clairement, ça me semble important. Il va avoir faire quoi? Effectivement, il y a des films qui parlent à la charge de travail qui font partie des grandes questions qu'il y a. Après, pour prendre ça un petit peu dans l'ordre chronologiquement, moi, c'est un mot que tu m'as beaucoup répété quand on a préparé cette masterclass et que j'aime beaucoup.
c'était l'importance d'accueillir pour les managers. Ouais. Toi, tu m'as dit, la base de tout, c'est qu'il va falloir que les managers Up Together, ils accueillent. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cet accueil, qu'est-ce qu'il faut y accueillir, et toi, comment tu le ferais? Pour moi, clairement, l'accueil, c'est-à-dire que pour moi, par opposition à l'accueil, l'écueil serait justement de faire comme si ne s'était rien passé et en gros aller dans la précipitation. Il faut reprendre parce qu'il y a du travail à rattraper et il faut foncer tête baissée. Mais moi, ça, je pense que c'est vraiment à éviter. Je rappelle que les deux grands facteurs, les deux grandes causes, les deux facteurs principaux des burn-out, c'est le manque de reconnaissance des personnes et de leurs compétences, de leur travail, et la question du sens de leur activité. Et suite à une crise sanitaire, demander aux personnes de retourner tête baissée, comme si finalement il ne s'est rien passé, si ce n'est un retard de travail accumulé, ça me semble complètement délirant. On parle potentiellement aussi de deuil de cette phase-là, le deuil de ce ne sera plus comme avant. On sait qu'on va être déconfiné, mais on sait aussi que pour l'instant, les libertés individuelles, on ne va pas les retrouver complètement. Donc, faire comme si tout ça n'existait pas me semble vraiment pas une bonne idée. Et la question du sens, ça me semble aussi très important. Et l'accueil, je pense que le jour du retour au travail, même si là, on a dit avant la fin du confinement, prendre la température, recueillir les appréhensions de chacun, les expériences, le faire également le jour du retour, moi, ça me semble vraiment important que le premier jour soit un jour et un premier temps de consolidation des liens entre tous. Alors, je ne vais pas vous demander de vous tenir la main, de faire la ronde, mais symboliquement, il y a presque un truc un peu comme ça. Et vraiment, ça me semble important. Et faire comme si de rien ne s'était passé ne me semble pas possible. C'est un peu comme si, vu qu'on parle de deuil, c'est un peu comme si, je ne sais pas, vous aviez… on sait en plus que le rapport à la mort a été re-questionné ces derniers temps. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un, vous aviez perdu, on va dire, un proche, et puis on vous disait « viens au travail, on est en retard ». Et qu'on ne vous répondait même pas au fait que vous disiez « mais oui, mais j'ai perdu quelqu'un, je suis en période de deuil, dépêche-toi, on a du pain sur la planche ». Ça semble complètement, c'est déshumanisé. Et ça me semble vraiment pas le bon plan. Et je rappelle que les deux facteurs principaux de burn-out, c'est le manque de reconnaissance de la personne et du travail, du fait que le travailleur est aussi une personne. Moi, les retours que j'ai des personnes qui sont en burn-out, c'est j'ai bossé pendant des années, 50 heures semaine, on m'a jamais dit merci, on m'a jamais dit que ce que je faisais, c'était bien. J'ai jamais eu de reconnaissance et le jour où ça n'allait pas, on m'est tombé dessus. Et c'est vraiment ça que j'entends. Donc, je pense que c'est important aussi les retours extrêmement positifs. C'est-à-dire que les retours positifs, je me souviens aussi d'une entreprise qui m'avait contactée et puis qui me disait, bon, on a des soucis de liens dans l'équipe. Et finalement, j'étais allée observer un petit peu leur fonctionnement. Et en fait, tous les jours, ils commençaient les journées par les problèmes. Alors là, je fais directement le lien avec le sketch de Gad Elmaleh que vous pouvez faire sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez… dites-moi dans les questions si vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh avec les problèmes en maths. C'est terrible de commencer par des problèmes. Rien que le mot, il est hyper anxiogène. Et cette entreprise, tous les matins, commençait par les problèmes de la veille. Alors c'est terrible parce que tous les matins, on commençait par le nez dans les conneries de la veille. Je vous invite à aller voir parce qu'il est vraiment drôle ce sketch. Et du coup, simplement, j'avais proposé d'inverser. C'est-à-dire que tous les matins, il commençait par ce qu'il y avait de positif. Qu'est-ce qui avait bien marché la veille? Se féliciter, dire, voilà, distribuer un peu. On sait très bien quand on était petit à l'école, les bons points, ça marchait vachement bien. J'ai un bon point, j'ai une image, ça veut dire que je suis reconnue pour mon travail, c'est que j'ai bien bossé, je suis fière de moi. Et commencer la journée par ce qui a bien marché et surtout, essayer d'analyser ensemble pourquoi ça a bien marché. Parce que essayer d'analyser des problèmes, déjà les problèmes c'est barbant, et alors analyser les problèmes c'est terrible. Mais clairement, essayer d'analyser ce qui marche bien, c'est super sympa. Ça permet de dire à chacun, t'as bien bossé. Et puis ça permet aussi de calquer le pourquoi le fonctionnement a été positif et de le calquer dans une autre situation qui pourra avoir besoin de ces mêmes clés qui ont fait que ça a bien marché dans cette première situation. Et pour accueillir Manuela, donc toi tu dis donc je rebondis un peu sur ce que disait Delphine, comme quoi il va y avoir une grosse surcharge de travail. C'est vrai que nous aussi, ce qu'on prend dans les ateliers, c'est un peu cette anxiété émotionnelle de se dire on va devoir délivrer encore plus. Est-ce que j'ai le droit de dire non stop, ou est-ce que tu vois, ma question c'est jusqu'où est-ce que le manager doit recueillir les peurs, les craintes de son équipe,
parce qu'on a aussi des peurs, peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de sortir parce qu'ils ont peur du virus. D'autres, voilà, ils ont été cloisonnés pendant 7-8 semaines, ils ont juste peur de ressortir dans la rue, peur de dire qu'ils ont peur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faut accueillir? C'est juste ce qu'il y a côté boulot ou c'est aussi côté perso ce qui s'est passé? Enfin, c'est quoi ton conseil? Ouais, je pense que les deux, c'est important, hein. Si vous retournez bosser et que votre conjoint est super asthmatique et que vous avez peur de lui refiler le virus, c'est important de le dire. Et je tiens quand même à dire que généralement, quand on laisse la place aux peurs d'être verbalisées, souvent ça réduit la tension de 50%. Quand on arrive à verbaliser ses peurs, donc ça me semble très important. Et puis, petit outil qu'on utilise beaucoup avec les psys, c'est finalement quand on a peur, se dire au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, au pire du pire, il ne se passe pas souvent quelque chose d'extrêmement grave. Alors, au pire du pire, on sait très bien que là, on est quand même dans une crise sanitaire. Au pire du pire, c'est la mort, bah oui. Et effectivement, je crois que malheureusement, cette crise nous ramène à, bah oui, on est mortel. Et la mort fait partie de la vie. Je voudrais quand même vous rappeler qu'avant la crise sanitaire, vous pouviez aussi mourir en sortant de chez vous, en traversant la route et en vous faisant écraser par une voiture. Donc, c'est un peu bête, hein, ce que je dis, mais effectivement, la mort fait partie de la vie. Je ne dis pas qu'il faut s'exposer fortement au virus et de se dire, bon, bah tant pis, il arrive. Non, c'est respecter les gestes barrières et puis faire du mieux possible. Mais vous savez, c'est déjà ce qu'on fait au quotidien. On sait très bien que pour lutter contre le cancer, il faut manger équilibré. Et on sait très bien que fumer, ça n'aide pas et que ça tue aussi. Et on sait très bien que toute notre vie, de toute façon, tous les jours, elle est un peu dans ces risques-là. Dans qu'est-ce que je fais de positif et quel risque je prends. Et la vie est une prise de risque. Donc, à un moment, on est obligé de prendre des risques. Le tout, c'est que ces risques soient mesurés. Et accueillir les peurs des personnes, c'est déjà faire baisser le niveau de tension. Donc oui, accueillir les peurs de ses équipes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, essayer de voir si l'entreprise peut accompagner ses peurs, et puis il y a un moment jusqu'où, j'ai envie de dire, jusqu'où vous vous sentez dépassé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas psychologue, et je pense que ça peut être intéressant que vous renvoyiez vers un psychologue. Est-ce que vous déjà, question bête, hein, mais est-ce que vous en tant que manager, vous pouvez répondre sur le chat, est-ce que vous bossez avec un réseau de professionnels? Moi, je conseille vraiment, donc je bosse en RH, je conseille vraiment à tous mes responsables RH d'avoir un petit carnet d'adresses très pratique avec un psychologue, une assistante sociale, un juriste, un avocat. C'est très important. Vous ne pouvez pas être expert de tout. Vous êtes manager. On est chacun expert de son domaine de compétences. Donc, avoir des professionnels à qui vous pouvez renvoyer, parce que déjà, vous allez vous sentir bien plus apaisé de vous dire « j'ai renvoyé vers quelqu'un, j'ai fait mon job ». Et en même temps, vous avez accueilli. Et souvent, en fait, vous essayez d'agir plus que le besoin ne le voudrait. Accueillir, c'est déjà énorme. Prendre le temps d'écouter la peur de quelqu'un et essayer de la prendre en considération. C'est-à-dire que, basiquement, hein, les gestes barrières, si la personne vous dit moi, j'ai très peur que les gestes barrières puissent pas être respectés, c'est de bien lui signifier que vous entendez sa peur, que vous allez la faire remonter et vous allez faire votre maximum pour que ces gestes barrières puisse être respecté, c'est bien le minimum. Et rien que ça peut véritablement apaiser une personne. Et ce recueil, Vincent et Eugénie, j'ai bien vu vos questions, hein, on les traitera, vous inquiétez pas. Et ce recueil, pour toi, donc il faut le faire en amont, il faut le faire le jour J, ça on a bien compris, mais alors, tu nous parlais de faire une ronde de manière un peu caricaturale. Moi, je me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut faire ces recueils en one-to-one, en collectif, parce que encore une fois, dire que on a peur de sortir, peut-être que des gens ils vont pas le dire devant leurs collègues. Et est-ce que ça, tu as une reco, toi, pour ça? Alors moi, je pense que si vous, alors évidemment dans la mesure du possible, hein, si vous avez une équipe de 1000 personnes, je ne sais pas si ce sera possible, mais dans l'idéal, si vous pouvez prendre le temps d'appeler chaque personne, voyez simplement avec la question comment vas-tu, comment le confinement se passe et comment tu appréhendes le retour au travail. Simplement, voyez 2-3 questions. C'est pas forcément un entretien très long, mais si vous avez une équipe de 10-15 personnes, je pense vraiment que qualitativement, ça peut valoir le coup de dépenser, de passer 20 minutes avec 10-15 personnes, surtout si vous êtes chez vous et que vous êtes en télétravail et que ça vous est possible. Je pense que c'est très important. Je pense qu'en plus, parce que l'oral et l'écrit, c'est pas du tout la même chose, et je pense qu'en plus, il est possible d'envoyer en amont un questionnaire très ouvert, avec des questions et surtout des suggestions d'idées. Parce qu'une fois que vous avez eu les personnes au téléphone, vous avez pris la température, vous voyez à peu près qui est super angoissé, qui ne l'est pas du tout, qui a passé le confinement, qui est un peu plus fragilisé, envoyez des suggestions aussi de reconstruction,
et les personnes pourront prendre le temps à l'écrit de suggérer des choses. Donc, le faire en individuel, le faire, donc vous voyez, croiser les modes, les gens qui sont plus à l'aise à l'écrit, les gens qui sont plus à l'aise à l'oral, et puis aussi le refaire le jour de l'accueil. Et puis surtout, si vous envoyez des questionnaires, ce qui est très important vraiment, n'envoyez pas de questionnaires si vous n'avez pas le temps de les traiter. Mais si vous envoyez des questionnaires, ça me semble très important que vous preniez le temps de faire un retour même global, même sur quelques idées générales, c'est tout. C'est très important. Je fais un peu le parallèle, ça nous est tous arrivé, on appelle le service après-vente de, je sais pas, Orange Bouygues, enfin je les donne tous, et la personne vous dit « Oui, nous avons pris en considération votre demande », et puis la personne répond « Nous vous recontactons dans les plus brefs délais » et vous n'êtes pas rappelé. Et ça, c'est insupportable. Donc vraiment, je vous conseille, si vous faites des questionnaires, faites un retour extrêmement bref, ne serait-ce que pour remercier les personnes de leur investissement et le temps consacré à la réponse au questionnaire. Ça semble très important de reconnaître aussi la participation. Quand les personnes répondent à un questionnaire, c'est déjà un message qu'elles envoient à l'entreprise qui dit « Je suis déjà motivée pour reconstruire un demain meilleur ». Même si dans le questionnaire, il y a des choses négatives, c'est quand même pour reconstruire un demain meilleur. Je fais le parallèle avec, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais avec la thérapie conjugale. Dans un couple, il y a une crise. On va dire que dans l'entreprise, il y a une crise. Dans un couple, il y a une crise. Et bien, clairement, la première chose que je demande quand les personnes arrivent en thérapie de couple, c'est est-ce que vous avez envie d'être là? Est-ce que vous êtes motivé pour la thérapie? Je peux vous dire que quand la personne me dit non, j'ai pas envie et qu'elle ne participe pas à la thérapie, c'est plié. On n'arrivera à rien parce qu'on a besoin que les personnes participent. Si la personne arrive à la thérapie en disant « Ah oui, je suis motivée, puis en plus j'en ai ras-le-bol, elle m'emmerde tout le temps, etc. etc. » Mais c'est super bien parce que la parole est libérée, il y a des choses qui se disent. On ne se plaint pas pour partir, on se plaint pour améliorer. Parce que quand on ne se plaint pas, c'est il y a plus d'espoir et on est déjà parti en fait, au moins symboliquement. Donc s'il y a des retours, même négatifs, c'est que les personnes ont encore beaucoup d'espoir, donc ne soyez pas offusqués par les retours négatifs. C'est avant tout des volontés d'améliorer la situation demain. Je rebondis c'est une excellente transition sur une des questions qu'il y avait dans le chat, c'est OK, on recueille le besoin, on fait le retour comme quoi on l'a bien entendu, mais effectivement, impossibilité de le traiter. Parce que, je sais pas, pour plein de raisons, on n'a peut-être pas soit les moyens, soit les infos pour le faire. Alors, ça risque de créer des frustrations. C'est quoi ton conseil sur ça? C'est parce que qu'est-ce que ça veut dire traiter? Si traiter, c'est trouver la solution. Déjà, un problème, un éventail de solutions, très clairement. Et souvent, si les personnes, quand je dis de recueillir un peu le bilan des personnes, c'est recueillir aussi les idées. Souvent, les personnes, elles ont des idées sur comment régler le problème. Donc, allez les écouter. Et pour moi, en tant que manager, vous êtes entre votre hiérarchie et votre équipe. Vous n'êtes pas chargé de porter sur vos épaules toutes les appréhensions de vos salariés. Vous n'êtes pas en charge aussi de trouver les solutions sur tous les problèmes que rencontrent vos équipes. Vous, votre rôle, c'est de faire le lien, c'est de remonter tout ça. Donc, pour moi, comment traiter en tant que manager, c'est avant tout de faire remonter. Et pour moi, votre job, c'est de faire remonter et d'indiquer à vos équipes j'ai fait remonter les différentes problématiques. Et pour moi, en tant que manager, c'est ça, le fait de traiter. C'est déjà ça. Après, vous ne pouvez pas obliger votre hiérarchie à mettre en place des choses. Mais votre hiérarchie, c'est comme à peu près partout, les gens sont à peu près humains en règle générale. Et en général, quand les personnes, on leur pose un problème et qu'on leur apporte une solution, eh ben souvent les gens ils sont hyper contents et souvent ils disent OK banco, ça nous coûte pas beaucoup de temps, vous avez réglé le problème, tant mieux. Donc souvent le meilleur moyen c'est de proposer la solution avec la problématique et de toute façon ça me semble très important comme on disait tout à l'heure, reconnaître, écouter les difficultés, c'est déjà faire baisser le niveau d'anxiété, je pense au moins de 50%. Donc pour moi, traiter pour vous en tant que manager, c'est avant tout faire remonter et indiquer à votre équipe que vous avez fait remonter et surtout dire ce que vous avez fait remonter. Même si c'est 5 lignes qui ont émergé de 20 questionnaires, même 5 lignes, c'est important qu'ils sachent que ces 5 lignes sont remontées. Vous voyez, c'est important pour aussi fédérer l'équipe. Super. Avant de passer à la seconde partie de la masterclass, je prends quelques questions qui m'ont été envoyées, notamment une qui revient qu'on a eu pendant les ateliers, c'est comment je fais pour aider une personne de mon équipe qui déprime à cause de cette crise, sachant qu'il faut aussi s'occuper et s'intéresser aux autres collaborateurs. Ouais. Donc, quand tu as quelqu'un qui est particulièrement mal, quoi. Moi, clairement, c'est en gros écouter. Alors, quand je dis écouter, c'est pas écouter toute la journée, hein. C'est prendre un temps
Et puis, il y a un moment, il faut savoir dire stop également. Et quand vous sentez que ça déborde, vous voyez, ce sentiment de dire, mais la personne ne va jamais s'arrêter. Et il y a un peu le côté, moi, je suis pas psy. Bah, surtout, ayez le numéro d'un psy sous la main, un psychiatre, un médecin, toutes des personnes qui vous pensez pourraient aider la personne. Même l'idéal, c'est même d'avoir les cartes comme ça, vous distribuez la carte et être vraiment en capacité de dire, écoute, je crois que j'ai compris, je t'arrête parce que je pense que j'ai entendu, j'ai compris ta difficulté. Moi-même, personnellement, je ne peux pas t'aider plus que, et là, vous indiquez dans quelle mesure vous pouvez aider, simplement en faisant, par exemple, remonter l'anxiété de la personne au niveau du travail, et puis réorienter. Par contre, voilà, et dire, par contre, je peux te donner le numéro de tel psy, tel médecin, telle personne qui pourrait t'accompagner. Je te conseille de la contacter, c'est quelqu'un qui est vraiment bien, et vraiment entourez-vous de professionnels, j'ai envie de dire, bienveillants, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler pour aider les personnes. Et vous savez, quand on va pas bien, quand on est écouté par un manager, ne serait-ce que 5 minutes à une machine à café, et qu'en plus, il vous donne la carte d'un professionnel en vous disant, écoute, tu peux le contacter, c'est vraiment quelqu'un de sympa. Généralement, le niveau d'anxiété, il a baissé de 50%, et en plus, avec la carte, vous envoyez potentiellement l'espoir d'une solution au problème de la personne. Donc, c'est déjà énorme. Alors, nos petits conseils qui est ressorti d'un Up Together, c'est un manager qui allait voir sa direction parce qu'il avait identifié ce problème-là avec d'autres managers et c'était une sorte de hotline avec un professionnel qui soit à disposition de l'ensemble de l'entreprise pour répondre à ces profils particulièrement anxieux et problématiques. Et l'autre chose, c'est qu'aussi ce qui était ressorti, c'était de se retourner vers la médecine du travail, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ces deux options. Alors, ces options-là, je les trouve potentiellement, sur le papier, à première vue, super intéressantes. Génial, il y a quelqu'un qui est à disposition, la médecine du travail aussi. La difficulté, c'est que il y a des structures, des entreprises pour lesquelles la médecine du travail, elle est super impliquée. Et c'est top, et on peut la contacter sans souci, etc. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont, alors à tort ou à raison, des représentations sur la médecine du travail ou des hotlines comme, on va dire, un peu caricaturalement, à la botte de la hiérarchie et de l'entreprise. Et du coup, qui ne font pas confiance. Je vous donne un peu un exemple. Donc l'armée m'avait proposé de travailler avec les soldats qui revenaient des terrains de guerre. Et en fait, donc moi j'ai trouvé ça super. Donc en tant que spécialiste du syndrome de stress post-traumatique, de la résilience, je me suis dit top, je trouve ça très intéressant. En plus, l'armée prend en charge, donc elle me réglait les séances, etc., etc. Sauf que en fait, les militaires, ils n'y allaient pas parce que l'appréhension, c'est d'être repéré comme personne étant fragile, étant trop vulnérable et du coup de ne plus être envoyé sur les prochains terrains. Donc des fois c'est très compliqué. Ce qu'il faut, s'il y a des choses comme ça qui sont mises en place, c'est vraiment assurer, et alors vraiment avec des cadres extrêmement rigoureux sur l'anonymat de ce qui puisse être indiqué face à ces professionnels de santé. En gros, la difficulté, c'est en fait qui règle la séance. C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que qui règle la séance, vous pouvez vous douter que si c'est la personne en individuel chez un psy en libéral, l'entreprise sera pas au courant. Si c'est l'entreprise qui règle, il y a de grandes chances, on peut malheureusement se dire peut-être que l'entreprise va demander pour qui est-ce qu'elle paye les séances de psy. Et c'est là qu'il faut trouver un entre-deux qui protège l'anonymat du salarié, qui l'accompagne et surtout, parce qu'il y a aussi des entreprises qui font ça extrêmement bien, rassurer les personnes comme quoi vraiment les professionnels sont soumis au secret professionnel, les psychologues sont soumis au secret professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas des coachs parce que le métier n'est pas encore encadré, même si la plupart se conforment à ces règles-là. Donc c'est vraiment important de rassurer et je pense, moi je l'ai déjà fait pour des entreprises, c'est d'intervenir en amont auprès des salariés pour se présenter et pour rappeler, je suis disponible pour vous dans l'entreprise sur tel créneau et je peux vous assurer que votre intervention, votre passage sera, je vous assure, de l'anonymat de votre présence. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est bien les hotlines, mais quand elles ne sont pas utilisées, ça sert à rien. Bon. Ok, top. Pour clore ce chapitre de l'accueil, tu nous disais de manière caricaturale là le coup des rondes, mais plus sérieusement, toi, comment t'imagines en tant que manager? Donc moi je suis manager opérationnel, j'ai une équipe de 5, 10, 15 personnes, on est le lundi 11 mai,
tu me recommandes de faire quoi concrètement, quoi? Comment toi tu te projettes vraiment? Est-ce qu'il faut que j'arrive 3/4 d'heure avant tout le monde? Est-ce que j'arrive avec des croissants? Est-ce que faut que je dise aux gens on se serre pas la main? Enfin, tu vois, c'est des choses aussi bêtes que ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la nourriture, ça a toujours très très bien fonctionné. La petite douceur, voilà, je vois les croissants, ça c'est hyper sympa pour refaire du lien. Clairement, c'est hyper sympa parce que le pain, en plus, il me semble que dans la racine étymologique de copain, il y a co et pain, et le fait de partager le pain. Et vraiment pour moi, alors on est souvent copains, on parle des camarades au travail, on a souvent des liens très forts, et je pense que le gâteau, voilà. Le challenge du gâteau, tu es en mode confinement exactement. Et puis, alors ça, je pense que ça me semble très intéressant. Puis, peut-être ne pas hésiter aussi à demander à vos équipes de quoi vous auriez besoin pour vous remettre, qu'est-ce qui pourrait vous aider au maximum pour revenir cette première journée. Peut-être que ça dépend de l'activité que vous avez dans vos équipes. Peut-être que ça dépend des profils. On sait très bien que les personnes qui bossent dans des équipes numériques, c'est des personnes qui sont plutôt individuelles et qui sont pas trop fans des trucs où on se tient la main, tout ça. On sait très bien. Enfin, vous voyez, donc peut-être demander aux personnes de quoi, idéalement, de quoi est-ce qu'elles auraient envie pour cette reprise quand elles arriveraient au croissant, etc. Peut-être soumettre des hypothèses et laisser les personnes le fait de pouvoir imaginer, et clairement les personnes elles vous répondront jamais écoutez, quand j'arrive je voudrais un chèque de 1 000 € sur la table quand j'arrive. Non, généralement les personnes, quand on prend le temps de les questionner, quand on prend le temps d'écouter leur avis, elles sont hyper raisonnables et déjà hyper honorées d'être consultées. Donc demandez-leur, et si après elles vont vous dire moi par exemple je dis n'importe quoi, mais j'ai des patients qui ont beaucoup souffert du lien avec la nature. Peut-être que certains vont vous dire moi, je manque de la nature. Est-ce qu'on pourrait pas mettre 2-3 plantes dans cette structure parce que franchement, j'ai besoin de voir du vert. Peut-être que c'est juste ça. Ça peut être une salle dans laquelle il y aura 3-4 plantes qui pourront être réparties dans l'entreprise pour rappeler que oui, même si on n'est pas complètement déconfiné, on va remettre un peu de vert dans l'entreprise et ça va faire du bien à tout le monde. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais demander aux personnes ce dont elles ont besoin, ça me semble être le mieux. Vous voyez, c'est un peu comme le parallèle avec les cadeaux de Noël. Hein. Souvent, on est déçus des cadeaux de Noël parce qu'on fait des cadeaux dans l'idée de « moi, j'aimerais recevoir ça, donc je t'offre ça ». Mais demander aux personnes ce qu'elles veulent, c'est quand même vachement plus simple. Une autre idée pour rebondir sur ce besoin de verdure qui est sorti dans un atelier, c'est un manager qui va proposer à son équipe une marche le long d'une rivière le jour de la reprise pour reconnecter l'esprit et le corps. Alors, il peut se le permettre parce que c'est une équipe de moins de 10 personnes et pour aussi remettre en mouvement dans cette reconnexion. Et comme tu le disais, lui, il a carrément prévu une demi-journée lundi prochain, enfin le 11, c'est génial. Qui est dédiée vraiment pour cette reconnexion collective avec des marches avec les uns et les autres, chacun peut partager pour se reconnecter. Et ça me permet de faire une transition sur la dernière partie de cette masterclass où tu m'as dit la résilience, c'est aussi la confiance et la sécurité. Et ça, j'aimerais qu'ils nous en disent plus sur cette importance pour les managers de donner un cadre sécurisé à leurs équipes. Et c'est quoi la sécurité finalement? Parce qu'on parle beaucoup de gel hydroalcoolique, on se lève les mains. Il y a peut-être ça, mais il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, clairement, il y a la sécurité sanitaire. On la retrouve, comme on disait tout à l'heure, dans la pyramide de Maslow, dans les besoins fondamentaux. Mais je pense que la première des sécurités, c'est la sécurité du lien. C'est la sécurité presque, on dirait, affective en psycho. C'est comme ça qu'on dit pour la résilience, c'est la sécurité du lien à l'autre. Et finalement, sécuriser les personnes dans le sens où on ne va pas les laisser retourner tout seuls sur leur lieu de travail. On va être là avec elles. Donc, sécuriser le lien, c'est pour ça que moi, je pense que renouer le lien dès maintenant, ça me semble vraiment important. Et c'est ça pour moi la sécurité du lien, que tout pourrait être dit sans que ça se retourne contre les personnes dans un esprit commun. Évidemment, ça passe aussi par les gestes barrières, on ne va pas se mentir. Peut-être aussi faire d'autant plus attention, ça peut être intéressant de recueillir peut-être aussi les situations, on a des situations interindividuelles, recueillir les spécificités de chacun, qui a un conjoint qui est plus vulnérable que les autres, et peut-être que la personne elle-même va demander à travailler peut-être un peu plus isolée, peut-être que, vous voyez, il y a plein de choses, et la sécurité, c'est sécuriser le lien avant tout, le lien entre les personnes, le lien avec le manager et le lien avec l'équipe, vraiment.
Pour moi, c'est ça la sécurité. Et la confiance, c'est-à-dire que si on repart sur la sécurisation du lien de confiance, c'est aussi ne pas mentir, même par omission. Ça me semble extrêmement important, même si la situation dans l'entreprise, elle est, certains vous diront dramatique. Moi, je suis désolée, ne mentez pas. Dites les choses comme vous les connaissez. Si vous connaissez des éléments de réponse que vous ne les donnez pas, on va le sentir. Vous savez, c'est un peu comme les enfants à qui on essaye de cacher des choses. Ils imaginent des choses bien pires, ils fantasment sur des choses bien pires et ça les rend d'autant plus mal. Donc, il vaut mieux dire les choses simplement, ce que vous connaissez comme éléments, et puis faire avec. Et souvent, ça rassure de savoir, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, si la situation elle est dramatique, c'est pas en cachant les choses que ça va l'améliorer la situation. Donc, effectivement, ne pas mentir, répondre aux questions simplement, dire que vous ne savez pas, quand vous ne savez pas, parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Moi, vous me demandez comment va se passer le déconfinement, j'en suis bien incapable. On peut essayer de réfléchir ensemble, mais j'en sais rien. Et c'est important de le dire. Si on vous demande, mais est-ce que la boîte va couler? De toute façon, vous n'êtes pas voyant, vous ne le savez pas. Vous pouvez donner les éléments que vous avez sur la santé de l'entreprise, si vous en avez. Ça sert à rien de cacher les choses, mais voilà, surtout ne pas mentir, ça me semble être vraiment l'écueil à éviter. Et pour moi, c'est ça aussi, la sécurité du lien pour aider aussi la résilience. Et il y a aussi cette sécurité. Alors, je vois une question qui est intéressante, je me permets d'écouter. Demander au conjoint si au collaborateur si le conjoint n'est pas malade, est-ce que c'est intrusif? Non, c'est pas nécessairement de lui demander si le conjoint est malade, c'est lui demander quelles sont ses appréhensions quant au retour dans l'entreprise. Est-ce qu'il se sent particulièrement vulnérable? Est-ce qu'il a des éléments qu'il voudrait faire connaître à l'entreprise? Et par exemple, ça me semble, vous voyez, des questions très ouvertes, et les personnes se livreront ou ne se livreront pas. C'est pas des questions inquisitoires, c'est quelque chose de très ouvert. C'est voilà, quelles sont vos appréhensions? Et souvent les personnes le disent. Voilà, j'ai un enfant qui a une maladie chronique et donc j'ai vraiment besoin de le protéger. Et souvent les personnes elles sont motivées pour reprendre et elles sont aussi motivées pour protéger leurs proches. Alors essayez de voir comment concilier les deux. Et souvent c'est possible de concilier vraiment. On imagine souvent que oui, mais si on fait du cas par cas, c'est très compliqué, il n'y a que des situations interindividuelles, etc., etc. Donc en fait, souvent, il n'y a pas des situations dramatiques non plus pour chaque personne. Donc souvent, il est possible de faire un effort et des fois, ça ne coûte pas énormément eu égard aux bénéfices que ça peut apporter. Et même, j'ai envie de dire, pour les collaborateurs autour, savoir que l'entreprise a fait un geste en direction d'une personne, c'est hyper gratifiant aussi pour l'équipe parce qu'elle se dit je suis dans une équipe soudée, on prend en considération les gens, mes collègues et je suis dans une équipe bienveillante. Et ben ça motive pour aller aussi au boulot le matin. On parlait de la décélération et de la quête de sens. Ça fait plaisir de se dire qu'on va au boulot dans une structure qui respecte ses employés. Et là, je crois directement le lien entre la santé financière de l'entreprise et la santé mentale aussi de ses salariés. Clairement, les deux vont de pair, souvent. Ok, super cool. Donc le fait qu'il y ait un peu des traitements qui ne soient pas les mêmes pour tous les collaborateurs de son équipe, parce que comme on le disait, on n'a pas tous vécu la même chose. Pour toi, ça ne te choque absolument pas et c'est même nécessaire. Exactement, c'est exactement nécessaire. Mais puis je veux dire, c'est bien le dire, chacun le même traitement. Mais vous pouvez me donner un élément sur Terre qui fait qu'on est tous à la même enseigne? On n'est jamais logés à la même enseigne. Je veux dire, il y a toujours des micro-cases, des sous-divisions. Alors, en plus, en France, on est spécialiste là-dessus. Vous me prenez n'importe quel exemple, il y a toujours des ajustements. On ne paye pas le même taux on paye pas les mêmes impôts. On n'est pas égaux face à la maladie. On est égaux par rapport à rien. On est constamment dans des différences interindividuelles. Et le tout, c'est à chaque fois de trouver des justes milieux pour avoir un sentiment de justice. Moi, ça ne me semble pas juste de me dire, écoute, il y a machin qui est hyper asthmatique. Admettons, je reprends Patrick. On va dire que Patrick, il a 62 ans, il est hyper asthmatique, et on a Jennifer qui a 19 ans, qui est en pleine forme, et sous prétexte d'égalité, on va tous les deux les laisser au même endroit, c'est-à-dire à l'entrée, on va dire, je sais pas, de l'entreprise, et exposés au même risque et aux deux postes qui sont les plus exposés avec du passage, etc., etc. Ça me semble pas égalitaire, ça me semble manquer de sens total. Et comment tu gères justement les jalousies au sein de l'équipe qui vont forcément naître de ça? J'ai du mal à comprendre vraiment qu'on puisse être jaloux de quelqu'un qui présente des difficultés. Vous savez, ça me fait penser à cette entreprise où
où ce parent avait un enfant qui était gravement malade et les collègues voulaient lui donner des congés payés parce qu'ils se sont projetés. Moi, je pense que quand quelqu'un est dans une situation dramatique, on est tous humains et on est plutôt en empathie avec la personne et on se dit plutôt qu'on n'aimerait pas être à sa place et on essaye plutôt de compenser. Je pense que les jalousies, quand il y en a, alors, soit c'est de la part de personnes malveillantes, j'ai envie de dire toxiques, et là, j'ai envie de dire, si les personnes sont toxiques de nature et malveillantes, laissez-les dans leur coin. J'ai pas d'autres retours à vous faire. Et honnêtement, je me coupe parce que j'ai vu l'effet miroir. Je vois là en retour, c'est très intéressant, ouais. Et mince, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et je pense vraiment que les personnes sont plutôt bienveillantes. Et quand on prend des situations, des mesures comme ça, c'est des mesures plutôt exceptionnelles. Et c'est toujours justifié. On n'imaginerait pas, admettons, une famille monoparentale, une maman avec 5 enfants, et puis une autre famille, la même avec une maman qui est chef d'entreprise, dont l'entreprise est cotée au CAC 40, et on lui dit, écoutez, y en a une, on va vous donner des aides et pas l'autre, ou non, on va donner les mêmes aides aux deux parce que finalement, non, en fait, ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche comme ça nulle part. Donc vraiment, je pense que l'égalité pour moi, n'a pas sa place. Et en plus, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc je pense qu'on ne peut pas traiter une situation exceptionnelle comme une situation ordinaire et traiter les différences individuelles. Ça me semble être avant tout respecter les travailleurs et permettre de reprendre la bonne marche de l'entreprise. Super, merci pour ta réponse super claire. Donc, importance de construire ce cadre sécurisé avec donc formaliser les gestes barrières, comment ça va se passer, etc. Après, ce cadre sécuritaire, tu parlais aussi de la nécessité de donner une visibilité business aussi pour que les gens sachent, même si la réponse était je ne sais pas. Mais est-ce que l'ensemble de ce cadre, il doit être construit avec son équipe? Où le manager doit arriver lundi prochain avec un cadre, dire voilà les gars, voilà vous êtes sécurisés, voilà le cadre, où on doit dire c'est un cadre qui va bouger, qu'on va construire ensemble dans ces... C'est ça. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. C'est que pour moi, effectivement, par exemple, les questionnaires en amont permettent de recueillir les besoins des personnes. Je vous montre ça, je bosse avec ça en tant que psy. C'est la roue des émotions. Ça permet de recueillir là et ici comment se sent la personne et face à ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. Et la personne doit choisir comment elle se sent et ce dont elle a besoin. Donc, il y a plein de besoins. Et une fois que vous avez ces besoins, vous essayez de proposer un cadre qui répond aux besoins qui sont aujourd'hui. Et sans doute qu'ils ne seront pas les mêmes que demain au retour du travail, ni même après une semaine de reprise. Donc, ce cadre, il est sécurisant parce qu'on sait qu'il est humain et qu'il va s'adapter au fur et à mesure. Là, du coup, il y a l'aspect de la temporalité qui est très important. Autant dans la résilience, on est dans l'après-coup, dans la reconstruction après le trauma, et là on va être dans les mécanismes d'adaptation au stress, dans les processus de coping, sur comment on fait pour résister au stress. Et on résiste aussi au stress avec un cadre qui est adaptatif et qui est humain. On ne peut pas du jour au lendemain avec un élément grave faire comme si non, on avait établi le cadre hier et la règle reste la même. Non, on est dans une crise exceptionnelle. Je pense qu'il est important de mettre en place un cadre qui sécurise, mais un cadre qui est en continu re-questionné. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre 4 heures tous les jours, mais au fur et à mesure, l'adapter en fonction des besoins de chacun. Oui, ça me semble important. Tu parlais du coping, c'est ça? Le coping. En fait, pour la différence par rapport à la résilience, le coping et la temporalité, parce que clairement, là, on est dans une période où la temporalité est très importante. Ce qu'on dit aujourd'hui, dans 3 semaines, ça n'aura plus de sens. On sait très bien, on l'a vu avec le Covid, les premiers scientifiques qui sont intervenus, aussi scientifiques et intelligents qu'ils soient, ont donné leur vérité il y a 3 semaines au début du coping et au début du Covid. Et clairement, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, on fait avec les connaissances que l'on a aujourd'hui et vous allez faire au jour le jour avec les connaissances que vous avez. Donc là, vous êtes dans le jour J, vous êtes dans la résistance au stress, vous êtes dans le coping, vous êtes dans des mécanismes d'adaptation. La résilience, ça viendra demain, voire après-demain, quand on aura dressé le bilan global de l'épidémie, quand on saura quel est le degré de traumatisme de l'entreprise et des personnes et comment on fera après. Là, j'ai envie de dire, on est encore dans de la résistance au stress
mais on peut déjà se poser les questions de comment on fera demain parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui vont être, entre guillemets, traumatisées et qui vont devoir rebondir comme cet arbre en reprenant une petite feuille sur le côté. Top. Merci. On va passer à la dernière partie de la masterclass. Il nous reste 15 toutes petites minutes. Donc, si vous avez des questions à poser à Manuela, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, soit en message privé, si vous ne souhaitez pas que tout le monde la voit, ou en public. On a parlé de comment on prépare le déconfinement, le fameux 11 mai. On y est, on va faire le bilan, on consulte, on accueille, on construit le cadre ensemble. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais beaucoup aimé quand je t'avais projeté sur ce futur. Tu m'avais parlé de l'importance de ce sens, ce qui était, voilà, nous, ce qu'on dit souvent dans des startups, un nice to have devient maintenant un must have. L'importance de ce sens que les managers vont devoir donner à leurs équipes et qu'il fallait le renforcer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah oui, clairement, c'est moi ce que je retrouve en tout cas dans tous mes patients qui viennent pour burn-out, c'est le premier, ça fait partie des 2 facteurs principaux de burn-out, c'est la question du sens. Est-ce que je me sens utile ou pas? Est-ce que je suis reconnue? Et la reconnaissance, c'est aussi est-ce que mon activité a du sens? Donc là, le lien avec, si on fait le lien avec toute la liste des métiers qui ont une utilité pour la vie de la nation, et est-ce que ce sens correspond à mes valeurs? Ça me semble vraiment très important. Est-ce que ce sens correspond à mes valeurs? Et bien souvent, on est ou pas en adéquation avec les valeurs de son entreprise. Mais ce qui n'empêche pas aussi que les valeurs d'une entreprise, elles sont aussi évolutives. Il y a pas mal d'entreprises, on sait qu'ils sont en train de se transformer par rapport à cette crise. On sait qu'il y a des entreprises qui sont en train de complètement basculer dans le télétravail à temps complet, parce que finalement, c'est aussi des économies de locaux. Et puis finalement, on s'est rendu compte que quand les personnes sont bien équipées, eh ben, on leur fait confiance et tout se passe bien. Honnêtement, les premières craintes sur le télétravail les personnes vont être sur leur canapé à rien faire, on sait très bien les premières études que c'est plutôt l'inverse. Que les personnes ne s'autorisent même pas à faire des pauses, donc elles sont plutôt beaucoup plus productives de chez elles qu'au travail et elles respectent un peu plus leur rythme personnel et biologique. Et pour revenir à ce que tu me disais, je suis en train de perdre le fil. Sur le sens et sur l'importance de le retrouver et au manager de le cultiver. Ouais, ça me semble important pour chaque personne, donc, et à titre individuel que chaque personne se demande, voilà, quel sens elle met dans son travail. Et ce qui ne veut pas dire que quand on ne trouve plus de sens, il faut changer de boulot, hein. C'est sans doute que les personnes vont devoir réorienter un petit peu pour ne plus être en dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand on n'a plus de sens, et parfois on se retrouve en dissonance cognitive, c'est-à-dire que notre action ne répond pas à nos valeurs. Par exemple, je suis hyper écolo et je bosse pour une entreprise qui fait dans le nucléaire. Allez, on peut se dire, ouais, comment c'est possible? Là, je me rends compte finalement qu'en desserrant, en passant en télétravail, j'ai lu plein de trucs sur l'écologie, l'histoire du pangolin, on est en train de cramer la planète, ça me convient plus du tout de bosser pour une entreprise du nucléaire, etc., etc. Et puis finalement, on peut essayer d'aller un peu plus loin et de se dire qu'est-ce que je fais? Il y a 2 solutions quand on est en dissonance cognitive. Soit on change de job, c'est aussi possible, soit on essaye de voir aussi, on essaie de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut se dire écolo et on peut se dire aussi, finalement, le nucléaire, on sait aussi que dans certains cas, c'est pas non plus la pire des solutions. Et peut-être qu'on peut aussi, parce qu'on est écolo, militer pour que son entreprise soit la plus verte possible. Hein. On est d'accord qu'il y a tout un continuum, hein, mais agir pour que son entreprise, même si elle fait dans le nucléaire, elle soit un peu plus écolo. Et du coup, on peut réajuster et lutter un peu contre sa dissonance cognitive. Mais pour ça, il faut être très au clair avec les valeurs de chacun, être aussi très en lien avec les valeurs de l'entreprise, et aussi on peut militer pour que les valeurs de l'entreprise changent. Et c'est hyper intéressant de ne plus être dans la passivité, comme on l'a dit avant, de ne plus être dans le subir. Mon entreprise est dans le nucléaire, c'est terrible, je le vis mal, mais de dire mon entreprise est dans le nucléaire, mais je veille à ce que le nucléaire soit le plus écologique possible, même si on sait que c'est pas la panacée, vous voyez. Donc il y a plein de choses à faire et puis retrouver du pouvoir d'agir, c'est se dire moi je fais quelque chose pour la planète. Et on peut reprendre l'image un peu des petits colibris. Moi j'ai mis ma petite goutte d'eau, c'est déjà ça que j'aurais fait. Après, c'est vrai que en plus, je rebondis sur ce que Louis mettait dans le chat en tout début de masterclass. C'est aussi que, effectivement, on va avoir besoin de considération et qu'on nous a demandé pendant 8 semaines d'être extrêmement solidaires, d'être agiles, d'apporter nos idées
d'être particulièrement, de jouer collectif. Et si en fait, le 11 mai, on nous dit, bon, on fait comme avant, et maintenant, vous prenez vos petites places avec, voilà, et on ne change rien, ça peut même être carrément destructeur, non, pour les équipes. Ouais. Moi, je pense que reprendre comme avant, c'est, honnêtement, pour moi, c'est ne pas considérer les travailleurs comme des humains. Ne pas considérer les équipes comme des humains, nier complètement le stress qui a pu engendrer cette crise historique. Et ça me semble être vraiment l'écueil à éviter. Et oui, ça me semble être destructeur. Mais ce qui traumatise avant tout, c'est de ne plus être considéré comme un être humain. Quand on est victime, on va prendre les cas les plus dramatiques, quand on prend les attentats, les gens ne sont plus considérés comme des humains. Ils se font tirer dessus comme des objets, plus ou moins. Et la personne en face, le terroriste, vous considère finalement comme un objet à abattre dans sa quête de ses idées. De ses idées. Et du coup, c'est de ne plus être considéré comme un être humain. Et ben, je pense que ça, c'est vraiment la chose à éviter. Considérer l'autre comme un être humain, c'est vraiment la clé et être en lien avec cet être humain. Ouais. Et est-ce que tu as pour finir sur ces histoires d'engagement et de sens finalement, est-ce que toi, tu as des conseils à nous donner pour stimuler l'engagement suite à un traumatisme comme celui-là? Pour stimuler l'engagement. Alors, clairement, d'être, comme on l'a dit, d'être dans le lien, la créativité, peut-être avoir un projet commun. Tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a une entreprise, il faut une marche pendant une demi-journée pour se reconnecter. Moi, je trouverais intéressant de peut-être avoir un projet commun. Ce matin, j'entendais qu'il y a eu un concert où, en fait, il y a des personnes qui se sont enregistrées chacun chez eux. Et puis, finalement, il y a un concert qui a été fait. On a calé un peu les enregistrements les uns sur les autres, puis ça fait un super concert symphonique, c'est génial. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir un projet qui n'est pas nécessairement un projet de travail, mais un projet qui pourrait ressouder avant et encore une fois reprendre la température auprès des personnes. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ça peut être une question intéressante. Qu'est-ce qui vous manque le plus pendant le confinement? Je sais pas, moi, ça peut être faire du sport, machin. Et peut-être avoir un projet commun. Peut-être que si c'est le sport qui vous manque de plus, peut-être essayer de voir s'il n'y a pas moyen de se faire une séance collective de sport, évidemment, en respectant les gestes barrières. Peut-être aussi une séance de méditation pleine conscience. On n'en a pas parlé, mais clairement, la méditation pleine conscience pour se reconnecter à la situation, c'est hyper intéressant, hyper efficace. Ça lutte contre l'anxiété. La méditation pleine conscience, vous pouvez la trouver sur YouTube. Il y a plein de choses gratuites. C'est même pas la peine de payer des applications type Petit Bambou ou autre. Il y a plein de choses gratuites sur YouTube. Et vraiment, le yoga du rire, je vois aussi, mais carrément. Et se reconnecter les uns aux autres et se reconnecter à son environnement, que ce soit la nature ou ne serait-ce que se reconnecter à son environnement et au sens, à ces 5 sens, ça peut être important, intéressant. Et vous voyez, si on repart du gâteau au chocolat, quand on partage un gâteau au chocolat, on est en lien avec ses sens, avec le goût et avec plein d'autres sens. Donc ça peut être aussi intéressant. Et donc le lien et aussi la créativité. Moi, je pense qu'avoir peut-être un projet commun avant la reprise ou qui peut se consolider au moment de la reprise, ça peut être intéressant. Peut-être dans vos questionnaires, peut-être demander qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos hobbies perso. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez plein de musiciens et qu'il y a un truc à faire. Mais dans la créativité ensemble, être dans le faire ensemble, peut-être juste avant ou préparer un truc à faire ensemble pour le moment de la reprise, ça me semble hyper important. Et ça peut être différent. Ça peut être par exemple de proposer à chacun de faire un truc pour la reprise. Ça peut être qu'il y a des personnes qui sont à l'aise avec l'écriture, d'écrire un joli texte pour se remotiver les uns les autres. C'est hyper gratifiant, c'est hyper agréable quand on reçoit un texte d'un collègue de travail, qu'on se dit waouh, mais on savait pas que Patrick il écrivait aussi bien que ça. Moi, ça me motive de voir ces jolis mots qui nous sont adressés, ça me fait vraiment du bien. Mais ça peut être ça ou que chacun fasse un geste pour le groupe. Hyper clair, super chouette. Manuela, il nous reste à te remercier chaudement pour cette super masterclass. Pour tous les membres de la communauté, comme d'habitude, on va vous soumettre le petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de cette masterclass Up Together. Et Manuela, je te demande de réfléchir, de prendre 30 secondes. On demande à chacun de nos mentors si tu devais donner un seul conseil à notre communauté de managers dans le cadre de cette reprise ou pas, pour mieux manager, être bien dans leur compte. Qu'est-ce que tu leur conseillerais si tu avais un seul conseil à leur donner?
Voilà, je vous laisse tous, si vous avez la gentillesse de soumettre votre avis dans le sondage, c'est super. Prenez tous 10 secondes pour le faire. C'est drôle, je vois l'avis sur le masterclass. Est-ce que moi, j'ai le droit de donner mon avis sur la masterclass? Tout à fait. En tout cas, je voudrais quand même vous remercier sur les retours, les questions. C'était vraiment sympa, très intéressant vos retours, donc merci beaucoup à vous. Et alors, du coup, en 30 secondes, peut-être que je peux répondre avec des mots-clés. Alors, moi, je vous dirais tout de suite le lien, la bienveillance, la créativité. Allez, je vais rester sur ces 3 mots-là. Top, super. Et écoute, merci beaucoup. Un grand merci à tous. On vous souhaite plein de courage et un bon long week-end du 1er mai. Merci à tous. Profitez bien. Et puis, bon courage pour la reprise. On est à votre dispo avec toute l'équipe Up Together pour ceux qui le souhaitent faire des ateliers pour explorer des sujets en particulier. Et comme d'habitude, on va vous envoyer un petit digest de cette masterclass qui va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Et on vous dit à très vite dans vos ateliers ou en masterclass. Ciao tout le monde. Salut, merci.